Yo, we are fucking on. Salut. Bonjour. Je veux commencer par dire très rapidement que on a une nouvelle idée en arrière du podcast. En tout cas, on va partir une nouvelle série de podcasts, si je peux dire ça comme ça. Damien et moi, on va s'asseoir plus souvent ensemble. On va essayer de continuer je veux pas dire un concept, merci, j'allais dire un programme. Un programme, ça sonne gouvernemental. Ouais. Mais on avait commencé, ou Damien avait commencé, j'avais participé dans un projet qui s'appelait la Pléiade. Puis l'idée, c'est on le faisait en personne, on se rencontrait dans des bars, tous des hommes, puis on parlait de choses d'hommes, si je peux dire ça comme ça. Puis malheureusement, à cause du COVID, c'est quelque chose qui a dû arrêter. Mm-hmm. Mais l'idée qu'on a eue aujourd'hui, c'est vraiment de se servir de la plateforme du podcast pour être capable de continuer ça. Non seulement continuer ça, mais même inviter des gens à venir se joindre à la conversation. Comme vous pouvez voir sur caméra, là, ça, on est littéralement chez nous. On a tout réarrangé mon salon aujourd'hui pour tourner ça en style dans place d'enregistrement. Là. Fait que pourquoi que t'expliques pas c'est quoi la Pléiade, pourquoi que t'avais parti ça, puis c'est un petit peu c'est quoi le but de toute cette chose? Ben écoute, il y a environ 2 ans, à peu près 1 an et demi, j'ai parti ce groupe-là, donc qui s'appelle la Pléiade, avec ses autres amis, et ma volonté de créer un groupe uniquement de gars est venue du fait que j'avais énormément de questionnements. De sujets dont je voulais discuter, mais qui étaient très peu abordables en général en société parce que c'était des sujets qui n'étaient pas politiquement corrects. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune institution formelle ou bien trop souvent c'était informel et je ne voulais pas me lier à ça, mais il y avait très peu d'institutions formelles qui étaient dirigées vers l'amélioration de l'homme, c'est-à-dire tout simplement donner une parole aux hommes pour s'améliorer dans le but de devenir pas juste des meilleurs hommes, mais aussi des meilleurs chums, des meilleurs amis, des meilleurs collègues de travail, des meilleurs maris. Des meilleurs tout dans le fond. Là. Exactement. Donc, effectivement, c'est exclusif aux hommes. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on veut écarter la vision féminine, mais c'est parce que nous voulons surtout recevoir uniquement la critique d'autres hommes pour, en anglais on dit iron sharpens iron, c'est-à-dire que le fer aiguise le fer. Ouais, absolument. On veut essayer de retrouver cette essence que nous avons perdue dans notre société. Cette essence masculine qui fait un petit peu la force de notre individu et en tant qu'homme, je veux redevenir le meilleur homme que je peux être. Puis une chose que je trouvais absolument extraordinaire de ce groupe-là, c'était vraiment que on avait une panoplie de différentes personnes. Mm-hmm. C'était tous des hommes, mais pour le mettre en contexte, j'étais le seul qui était vraiment né au Québec. Toutes les autres, ça venait de l'Amérique du Sud, ça venait de l'Europe, ça venait du Liban. On a eu un Russe, on a eu Nomlé. Mm-hmm. Puis ce qui est aussi très intéressant, c'est que malgré les sujets qui sont extrêmement divers, contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes ne pensent pas tous de la même manière et on avait beaucoup de désaccords sur plein des sujets. Et on aborde tout et n'importe quoi. Dans notre premier podcast, on avait parlé de NoFap. Ouais. Honnêtement, c'est pas un sujet qui est facile à aborder à la machine à café. Là. Hey, Jean-Claude, est-ce que... Tu te masturbes-tu, toi? Tu te masturbes pas? Est-ce que tu as déjà essayé de complètement arrêter de te masturber? C'est pas vraiment des choses qui sont abordables. Là, en l'occurrence, entre hommes, on se dit vraiment les vraies choses de manière politiquement non correcte et on se met aussi en position de vulnérabilité pour accepter les critiques de l'autre. Jamais j'ai vu des gens s'énerver non. Et encore moins dénigrer les femmes en tant que telles. Au contraire, bien au contraire.
On pourrait penser que c'est un petit peu du locker room talk, où on est tous avec des serviettes en train de se claquer les fesses puis de se raconter nos dernières conquêtes. Vraiment pas. Aucunement. Les discussions sont vraiment orientées vers quasiment le mal-être de l'homme dans notre société. Et ça peut être des discussions très philosophiques, extrêmement poussées avec certains. Ça peut divaguer vers la politique, vers la sociologie, bien souvent vers la psychanalyse. Parce que n'importe qui s'intéresse à la psychanalyse voit bien que les hommes et les femmes sont complètement différents dans la manière d'approche, dans la manière d'être, dans la manière de se comporter en société. Des choix de vie qu'ils font, les études qu'ils décident d'apprendre. Qui décident de plein de choses qui mettent la table, on va dire, qui dressent le couvert à plein de non-sens dans notre société. Et du moment qu'on se rend compte de ces non-sens-là, c'est un petit peu, comme le dit le documentaire de Red Pill, c'est « going down the rabbit hole ». Donc là, quand tu commences à creuser un petit peu, tu vois que plein de concepts, plein d'axiomes, c'est-à-dire de concepts qui ne sont plus jamais critiqués ou questionnés, il est temps de le faire. Ouais, puis je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné parce que je pense que c'est très important de peut-être le mettre en contexte ou en parler un peu plus. C'est ce que tu as mentionné, c'est pas politiquement correct. Puis le pire, c'est que tous les sujets que j'ai approchés avec ces gars-là, qu'on a approchés, toi et moi, c'est jamais... Le pire, c'est que c'est jamais sexiste, c'est jamais méchant, c'est juste que pour une raison ou pour une autre, c'est rendu incorrect de parler... OK, juste le terme politiquement incorrect est vraiment, vraiment drôle parce que la politique est même plus politiquement correcte. Fait que c'est un petit peu ironique qu'on utilise un mot pour... une expression pour définir quelque chose qu'on ne devrait pas parler quand on parle de politique. Puis la politique, c'est une des choses qu'on dit tout le temps qu'on ne devrait pas parler. La politique et la religion, je me suis fait dire ça encore cette semaine par quelqu'un. Elle me dit, moi, dans ma famille, on ne parlait pas de politique. Ma mère, elle m'a bien élevé. Elle m'a appris de ne pas parler de politique puis de religion. OK, wow, attends un peu. Là. Fait que tu es en train de dire les plus grosses croyances d'un individu. On ne doit pas en parler, on ne doit pas en discuter, on ne doit pas comment est-ce que je suis supposé de grandir en fait d'être humain si les choses qui me définissent comme individuel, je ne peux pas en parler? Mais non seulement ça, mais comment est-ce que tu peux te définir? Comment est-ce que les formes de ton individu, c'est-à-dire ton positionnement, qu'il soit politique, religieux ou peu importe, peut être défini si à un moment donné dans ta vie, tu les mets pas au défi. C'est une bonne façon de dire. Ouais. Si tu te fais pas tester par d'autres... Dans notre cas, c'était ça. Tu vois, c'est super Tous bien mes dit. positionnements que j'ai aujourd'hui, je les ai par conviction, parce que j'ai soit perdu ou gagné un argument lié au défi de mettre mes positions à nu. Puis ça, je pense que c'est, je te dirais, une des plus belles choses que la Pléiade, justement, apportait, c'était ça. Le fait d'être capable de... Puis oui, Marouane, si jamais t'écoutes ça, là, ton hostie d'histoire d'île puis de bateau, là, toi puis Damien, vous pouvez manger de la marde les deux. C'est un sujet qui m'ont approché. Je le sais que vous savez pas de quoi qu'on parle, là, mais on en a parlé à 3 différentes Pléiades, puis ils arrêtaient pas de s'ostiner sur le même sujet. Puis c'est un combat philosophique, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Ouais. Mais c'est le genre de situation qu'il pouvait s'écœurer pendant 1 heure là-dessus, que la soirée finissait, tout le monde se donnait des cols, des câlins, là, puis on s'en allait. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien. C'est un art qui est absolument perdu d'être capable de s'asseoir avec quelqu'un ou un groupe d'individus puis de débattre tes convictions puis de ne pas... de chercher un gagnant puis un perdant, ça devrait pas être ça. Parce que le but ultime, c'est pas de gagner ou... C'est d'apprendre. C'est non seulement d'apprendre, mais c'est de ressortir meilleur. Oui, absolument. Puis la façon de le faire, d'après moi, c'est en apprenant. Là. Et si tu vois que tu es en train de gagner un argument, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la personne par la main puis de l'amener vers une réflexion qui va l'amener à être meilleure. Ce n'est pas d'essayer de le ridiculiser devant tout le monde en disant « Tu vois, je t'avais dit, t'as tort. » Non. Bien au contraire. C'est exactement pour ça qu'on a des conversations qui deviennent inutiles, qu'on commence à se crier après pour aucune raison, parce qu'on a perdu ce tort-là.
Tu sais, il y avait un des gars qui était avec nous autres. On avait des personnes qui étaient dentistes, on a d'autres personnes que c'est des ingénieurs, on a d'autres personnes qui sont encore aux études, on a d'autres personnes qui possèdent leurs entreprises. C'était vraiment une multitude de personnalités complètement différentes du monde qui n'ont pas grandi dans les mêmes pays, du monde qui n'ont pas été élevés par 2 parents, 1 parent, peu importe. Puis on a eu des conversations qui étaient absolument, absolument sublimes. Puis, tu sais, je pense à un gars comme Joseph. Joseph, qui était un de nos membres les plus jeunes, là, quoi, il a 22 ans, je pense. 22-23, moi, je pense. Ouais. Ouais. Puis même lui, à son âge, j'ai quasiment 40 ans, j'ai quasiment le double de son âge, il m'apportait des choses que j'ai pas d'enfants. Puis même si j'en avais, mes enfants seraient pas dans la vingtaine. Là. Fait que j'ai pas de contact avec la génération qui est à l'université ou qui vient de graduer. Puis Joseph est direct dedans. Ils viennent de rentrer à l'université où ça fait une couple d'années qu'il est là. Fait que c'est comment extraordinaire que c'est d'être capable d'échanger une conversation, d'échanger des informations entre ce que l'école elle est aujourd'hui, quand ça fait quasiment 15 ans que j'y suis plus, puis de comparer comment est-ce que ça a changé pour lui, d'être capable de parler avec du monde qui ont quasiment l'âge de son père, mais qui ne sont pas son père, qui sont là juste pour lui donner de l'information qu'il connaît pas encore. Et le nombre de fois que Joseph m'a texté juste pour savoir mon opinion sur quelque chose, puis je sais qu'il se sent niaiseux à demander, puis il y a tellement rien de niaiseux, ça me fait tellement, tellement, tellement plaisir d'avoir quelqu'un qui... c'est comme ce que j'ai fait cette semaine avec BP à Job. Il y a des gars avec qui je travaille, c'est la même chose. Il a été invité, je me rappelle pas s'il y a tout le temps de choquer ou il est venu. Puis BP, si t'écoutes ça, oui, je vais rire de toi. Là. Choqué 2 fois. Ouais, c'est ça, il a choqué 2 fois, le sti. Mais... Donc, une fois, on a changé le bar juste pour lui. T'es dans un bar tellement ghetto, en plus, à Montréal. Genre en Grignon. Non, c'était pas en Grignon, c'était Crémazie. Crémazie. Bar. Hey, c'était un bar de mon oncle, là. Ouf! Il y avait du monde en coton ouaté dans le bar. Il portait des pantalons de coton ouaté. En tout cas, tout pour dire que tu sais, pour vous donner un exemple là, de ce que je parlais avec Bruno Philippe cette semaine, puis il me parlait de je sais pas pourquoi on parlait de ça, mais on parlait de livres de business. Puis j'y ai recommandé, j'ai dit, écoute, j'en ai lu plusieurs sur le sujet, puis la Bible s'appelle The Lean Startup. Si tu veux apprendre, puis je vais vous avouer, le podcast, je l'ai lancé comme ça, vous le savez probablement pas, là, mais j'ai pas un background en ingénierie de son, j'ai pas un background en vidéo, mais j'ai tout appris par moi-même. C'est raw, c'est pas parfait, puis je veux pas que ça soit parfait non plus, puis c'est un des principes qui montent dans le Lean Startup. Tout pour dire, c'est que j'ai dit à BP, j'ai dit, dude, il faut que tu lis ce livre-là. C'est un livre à business, si tu veux te partir quelque chose, si tu veux comprendre comment qu'une business évolue, achète ce livre-là. Là, il était là, je pense que je peux le downloader en audiobook. Je suis comme, non. Tu comprends pas, là. Faut que tu t'assoies puis tu prennes des notes, là. C'est un livre qui va changer ta façon de voir la business. Je vais le downloader sur Internet, faire des PDF, puis je vais trouver une façon d'imprimer. Je suis comme, dude, c'est quoi ton adresse? Fait que j'y ai acheté une copie du livre, puis j'y ai envoyé au travers d'Amazon. Ça, c'est justement, pour moi, si tu me demandes de décrire ce que la Pléiade veut dire, pour moi, c'est exactement ça. D'avoir un homme qui a déjà passé au travers d'une expérience, qui est capable de l'expliquer, d'en parler avec d'autres hommes pour savoir leur opinion, parce que peut-être que ces hommes-là n'ont pas passé au travers, peut-être qu'il y a une expérience que je suis en train de vivre que j'ai aucune idée, j'ai pas personne dans ma vie qui est capable de me dire quelles sont mes options, qu'est-ce que je devrais faire. Tu sais, on a des gens qui sont plus vieux que nous autres, il y a des gens qui sont plus jeunes, puis c'est la beauté, c'est absolument la beauté des choses, puis on trouve plus ça aujourd'hui. Non, effectivement, puis ce groupe-là, la Pléiade, c'est un groupe qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la manosphère. Puis la manosphère, je sais que c'est pas quelque chose dont toi et moi on a beaucoup discuté, mais la manosphère qui est à tort très critiquée pour être misogyne, mais les gens ne savent pas ce que c'est. La manosphère, c'est tout simplement des discussions sur Internet sur des sujets d'hommes. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Dans le fond, il faut voir ça un petit peu comme le Wikipédia écrit par le cousin que tu n'as jamais eu, le frère que tu n'as jamais eu, le père que tu n'as jamais eu, l'oncle que tu n'as jamais eu, sur des sujets sur lesquels tu as
toutes les questions en tant qu'homme ou jeune homme. Par exemple, tu viens de te séparer, tu sais pas comment agir. Ouais. Tu vas voir dans la Manosphere, il y a plein de très bons rédacteurs là-dedans. Il y en a des moins bons aussi. C'est quand même l'Internet. Là. Exact. Mais ce qu'il faut comprendre de la Manosphere, c'est qu'il y a vraiment trois grands groupes distincts, très homogènes. Il y a le premier groupe qui est caractérisé par les men's rights activists. Ça, c'est le film documentaire de Red Pill focus là-dessus. Ce sont des hommes qui se rendent compte de toutes les injustices, justement, du système de justice qui est extrêmement biaisé pour les femmes et contre les hommes. Et eux veulent vraiment combattre le système. Juste pour dire, retiens ce que tu veux dire, je m'excuse de te couper, mais le film Red Pill, c'est un documentaire qui a été créé par une féministe qui a fait plusieurs documentaires sur le féministe, qui a décidé de justement approcher ces hommes-là. L'ennemi. Exactement ça, d'aller voir le genre de personnes qui seraient en train de poster sur le Manosphere, puis de leur parler. Et lors de son documentaire... C'est ça l'affaire qui est brillante, ce qu'elle a fait, c'est de s'enregistrer. À chaque soir, d'enregistrer, c'est un vidéo. Comme un vlog. Ouais, comme un exact. petit video diary. Ouais. Et ta voix a tellement changé au travers du temps. Et au fil là, de documentaire, elle change complètement d'opinion. Parce qu'elle littéralement rencontre des hommes comme toi puis moi, des gars qui ont passé au travers des divorces, où ce que leur femme ment, refuse de leur donner même une garde partagée de leurs enfants. Puis là, elle réalise que tu la vois changer. Hey, elle a dû manger de la merde. Elle s'est fait complètement bannir par toute la communauté féministe. Mais le documentaire, il est vraiment bien fait, il est vraiment cool. La fille est honnête. Je vais lui donner ça. Et... Puis je suis pas en train de dire qu'elle change complètement puis qu'elle marche dans les rues pour défendre les hommes. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais elle a compris qu'il y a une injustice, qu'il y a tellement un standard, un double standard qui est dans notre société aujourd'hui où... Ben écoute, le double standard, il existe. Ouais, mais ça c'est clair, là. Je parlais tantôt au niveau de la psychanalyse. Les hommes et les femmes sont fondamentalement différents. Toutefois, s'il y a bien une institution où nous devons être égaux, c'est bien la justice. Ça, c'est peu importe ta race, ton sexe, qui tu es. Peu importe qui tu es. Absolument. C'est d'ailleurs, je donne une référence biblique encore. Moi, j'aime ça. La loi du talion. Œil pour œil. Ouais. Ça ne veut pas dire, si je t'ai écorché un œil, je dois avoir un œil écorché. Ça veut dire que l'œil du fermier vaut l'œil du prince. Ouais, exact. Ça veut dire que si un fermier a vu un crime et que le prince a vu le même crime, leur témoignage vaut exactement la même chose. Ouais, je comprends. Donc, le deuxième groupe de la Manosphere, c'est ce qu'on appelle les MGTOW. MGTOW. Ça, c'est contrairement aux men's rights activists qui veulent combattre le système et le rendre plus égalitaire, ils veulent, les MGTOW, men getting their own way, ils veulent complètement quitter le système. Donc là, c'est l'archétype, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus rien savoir des femmes, qui soit reste complètement chez lui à jouer aux jeux vidéo, célibataire toute sa vie. Par exemple, les incels, les célibataires involontaires, font partie tristement des MGTOW. Et il y a aussi dans ce groupe-là des gens qui vont profiter pas du système, mais vont vraiment traiter les femmes de manière ignoble. Ouais, puis encore là, je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne. Là. J'espère qu'il y a des femmes qui vont écouter ça juste par pure curiosité, mais tout pour dire que ce qu'on faisait n'était pas sexiste. Ce qu'on va faire n'a aucun rapport avec dénigrer la femme ou parler contre la femme. C'est pas ça du tout qu'on dit. On essaie juste d'établir un peu qu'il y a un double standard. It is what it is. C'est ça qui est ça. Il y a jamais personne qui a dit que la vie, elle était juste. Mais faut comprendre que quelqu'un, je vais me prendre comme exemple, quelqu'un comme moi qui a de l'air de ce que j'ai de l'air, que les pensées que j'ai, je peux pas être moi-même en société. Il y a aucune façon que je peux être vraiment la personne que je suis, parce que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui,
un homme qui est capable de travailler avec ses mains, qui est capable d'utiliser son cerveau, qui sait se battre, qui est prêt à prendre une balle pour sa famille, pour la défendre, je suis jetable en fait d'homme parce que c'est tout le temps nous qui meurons, puis c'est correct, j'ai aucun problème avec ça, c'est ma responsabilité de le faire. Ceci dit, comment juste que c'est que je peux mourir pour défendre ma famille, mais je peux pas être moi-même en société parce que je suis considéré toxique. Mhm. Parce que le fait que je suis masculin puis je suis dominant me rend toxique parce que tous les problèmes, on aurait dit que tous les problèmes auxquels les femmes font face, c'est parce que je suis trop masculin. Puis la solution semble d'être de me castrer. Littéralement, à la place de se dire que t'as des femmes qui sont extrêmement féminines, comme t'as des gars qui sont extrêmement masculins, mais jamais que j'entends que les problèmes de société qu'on a, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont trop féminins. Au contraire, les hommes devraient être plus féminins. C'est ça que j'entends, là. C'est absolument incroyable. Il y a vraiment une énorme incompréhension par rapport à la masculinité dans notre société. Tu penses que c'est quoi? Bon, ça pourrait être quasiment un autre sujet, on pourrait divaguer pendant des heures dessus. C'est l'approche postmoderne de la relation entre les sexes. L'approche postmoderne voit toujours les relations dans un conflit de force entre oppresseurs et oppressés. Mm-hmm. Et en ce qui concerne cette relation entre les sexes, il faut connaître un petit peu l'histoire du féminisme. Le féminisme que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec le féminisme des années 20, des suffragettes qui se battaient pour l'égalité des droits. Juste être capable de voter. Juste être capable de voter. Ouais. Aujourd'hui, je connais aucun homme qui serait contre ça. J'en ai jamais rencontré un. Puis je rencontre beaucoup de monde. Exact. Ça, c'était vraiment un type de féminisme très radical pour l'époque, on s'entend, mais très juste. 100%. Ouais, parce qu'il essayait pas de dominer l'homme, il essayait d'être égal à l'homme. C'était « nous voulons l'égalité des droits ». Le féminisme de deuxième vague, c'était « nous voulons être l'égal de l'homme », c'est-à-dire dans les actes. Dans les actes, c'est vraiment marqué par ce qu'on appelle la libération sexuelle des années 60 et 70. D'accord ? Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'une femme voulait ne plus être jugée différemment si elle agissait comme un homme. Puis vraiment, je résume de manière très simpliste. On pourrait en parler pendant des heures. Ça va être un sujet qu'on va approcher, exact. ça. Mais le féminisme de troisième vague que nous voyons actuellement, ce n'est plus nous voulons l'égalité des droits et nous voulons être l'égal des hommes, c'est nous voulons être considérés supérieurs à l'homme. Ouais, exact. Ça, c'est l'expérience. Parce qu'à travers l'histoire, l'homme a toujours été supérieur. Ouais. D'accord, mais quand dans l'histoire? Ouais. Où dans l'histoire? Ouais. Dans quelle société? Dans quelle strate de la société? Est-ce que c'était parmi la bourgeoisie? Est-ce que c'était même dans la société royale? Même si c'est la société royale, je peux te dire que Louis XIV, là, il était mené par les couilles, par toutes ses maîtresses. Ses testicules, il était dans sa coche de sa maîtresse. Dans le fond. Exactement. Est-ce que c'est même économiquement? Aujourd'hui, 80% de l'économie est générée par les femmes. Damn. Sur $100 dépensés dans le monde, 80 le sont par des femmes. C'est gros, ça. Bien sûr. Wow. Et qu'est-ce qui gouverne le monde aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu votes tous les jours? Non. Non, une fois tous les 4 ans. Ouais. Pourtant, tu achètes tous les jours. Ouais. Ton pouvoir d'achat, là, il est là, ton vote. C'est un des plus gros pouvoirs que tu as. Exactement. Donc ça, c'est pour vraiment englober, je veux dire résumer de manière très simpliste ce qu'est l'approche postmoderne du rapport de force entre les sexes. Et pour donc finir avec la ménosphère,
la troisième sphère, le troisième groupe, juste pour revenir, donc le premier groupe, les men's rights activists, veulent combattre le système. Les MGTOW, Men Getting Their Own Way, veulent quitter le système. Et le troisième groupe veulent s'adapter au système. Et ça, c'est ce qu'on appelle les néo-masculins. La Pléiade s'inscrit dans la néo-masculinité. Donc là, c'est retrouver l'essence de la masculinité et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut la faire concorder avec la situation actuelle. Nous ne sommes pas contre les femmes, bien au contraire, nous voulons être des meilleurs hommes. Les aime toutes. On les aime toutes, puis même un petit peu trop. Donc de quelle manière est-ce qu'on peut retrouver ce qui fait d'un homme un homme? Ouais. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui font partie de cette sphère-là. Quand je parle avec eux, leurs idoles, mais c'est loin d'être des hommes actuels. C'est souvent des grands penseurs, des grands philosophes antiques, peut-être même des généraux de guerre, qui sont admirés non pas par leur fait d'armes, mais peut-être par leur savoir, par leur tactique, par leur wittiness, par leur sagesse. Ouais, absolument. Mais c'était puis faut comprendre que c'était des vrais hommes. Là. On parle de... Écoutez, ce qu'on parle là, c'est juste un des exemples de conversation qu'on était capable qu'on peut avoir. Puis le but aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'avoir la discussion directement sur un sujet vraiment spécifique. C'est vraiment d'expliquer un peu l'idée de la série de podcasts qu'on veut apporter. C'est vraiment de... Littéralement, au Pléiade qu'on faisait, normalement on avait un sujet duquel on voulait aborder. Puis c'est le sujet sur lequel on pouvait passer 2, 3 heures, 4 heures, peu importe combien de temps on restait là, à parler. Puis à discuter entre nous, à savoir ce qu'on en pensait. Puis c'est un petit peu l'idée du podcast, c'est vraiment, là ça la donne que c'est Damien et moi, mais l'idée qu'on a, c'est vraiment d'approcher des sujets spécifiques où on va avoir, je vais tout faire pour avoir des invités, pour être capable de débattre des idées qu'on n'est pas nécessairement en accord. Puis c'est un petit peu ça l'idée. Je veux vraiment faire sûr qu'on comprend que l'idée que j'ai ou l'idée qu'on a, c'est pas d'avoir 4 personnes qui croient exactement la même chose pour qu'on puisse tous s'unir contre un ennemi commun. Ouais, se taper sur l'épaule puis dire yes. L'ennemi, c'est l'homme faible en nous. Exactement ça. Puis, tu sais, une des choses que j'ai absolument adore, j'en ai parlé tantôt de Joseph, puis c'est l'aspect que ce gars-là apporte qui m'est complètement... Et c'est tellement forain de quoi il parle quand je suis allé... Forain. Étranger. Hey, tu m'as pas corrigé là-dessus aujourd'hui en plus. Forain, c'est relative à la foire. En plus, tu m'as corrigé là-dessus. J'ai pris foreign en anglais. T'es forain. Ouais, c'est ça. J'ai l'air d'un clown. en train de dire. Mais, tu sais, Joseph, l'aspect qu'il apportait ou qu'il apporte encore de juste être capable de nous montrer ce qui se passe vraiment dans les universités aujourd'hui. Puis c'est... OK, je vais en parler. Là. Il avait fait l'erreur... Je sais pas si c'est une erreur. Ouais, j'appelle ça une erreur. T'as fait une erreur, Joseph, OK? Il a fait une erreur de choisir une matière de sciences humaines. Sociologie, non? Ouais, exactement ça. Puis, littéralement, il y avait des cours que c'était des cours féministes. Puis, pour pas avoir une meilleure expression, il bâchait les hommes pendant le cours, puis t'as des examens sur le bâchage d'hommes. Comment est-ce que tu te sens, Joseph, pour vous l'imaginer, là, il est après 6 pieds 2, il doit être un bon 220 livres. Il est pas un petit gars. Là. Il va être un gros homme. Ça va être un gros morceau. Ouais, exactement ça. Puis il nous expliquait les conversations qu'il y avait à un certain point qui est même plus confortable d'être dans les cours puis qu'il doit lâcher. Mais... Puis ça aussi... Qu'est-ce que ça apprend aux gens? Ça apprend aux jeunes hommes que juste exister,
c'est une mauvaise chose. Ouais, t'es dans le tort, hein. T'es dans le tort parce que tu es un homme et tu dois te changer fondamentalement. Pour être plus féminin. Pour être plus féminin. Et qu'est-ce que ça apprend aux femmes? Si tu désires un homme fort, c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Il faut que tu veuilles avoir un homme qui est plus féminin. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est... Ça, c'est un principe, je sais qu'on a déjà parlé, là, mais... Tu sais, dans un couple, il y en a tout le temps un qui est plus dominant que l'autre. C'est normalement comme ça que ça fonctionne. Fait que si l'homme est pas plus dominant... Puis je suis pas en train de dire que l'homme devrait être plus dominant. Tout ce que je dis, c'est qu'il y en a tout le temps un qui est plus dominant. Fait que si c'est la femme qui est plus dominant, l'homme l'est moins. Puis aujourd'hui, on aurait dit que c'est ça qu'on enseigne à nos jeunes femmes, que ils sont oppressés par les hommes, faut être plus forte qu'un homme, puis à partir de là, faut que tu te choisisses un homme qui est faible. Mais attends un peu. Pour le mettre en contexte, là, un homme faible va pas défendre sa femme, un homme faible va pas travailler sur sa maison, va pas rien réparer. Qu'est-ce qu'un homme comme ça apporte à une relation? Qu'est-ce que cet homme-là apporte à ses enfants? Qu'est-ce que cet homme-là apporte à sa famille? Ce gars-là apporte rien de bon. T'es pas capable de te tenir. T'as besoin quasiment de la permission de ta femme pour faire quelque chose. T'as besoin de... Je comprends pas. Ça, je sais pas si t'as une idée là-dessus, mais je comprends pas pourquoi que c'est recherché. Puis aucune des femmes que j'ai jamais fréquentées recherchait ça. C'est la raison pourquoi qui appréciait le style de personne que je suis, parce que justement, je suis pas comme ça. Ouais, écoute, moi, mon avis là-dessus, c'est suite à l'analyse quasiment très Petersonesque que j'ai. Jordan Peterson, c'est la première référence aujourd'hui. De la société dans laquelle on vit, qui est vraiment... on vit dans une société postmoderne. Absolument. Postmoderne, quasiment néo-marxiste, de l'approche que toutes les inégalités sont toujours issues d'un conflit d'oppresseurs et d'opprimés. Ouais. Et la situation des femmes actuellement, si elle est inférieure à l'homme, est toujours vue de la lentille du postmodernisme. Donc, si une femme a un moins bon emploi qu'un homme, c'est forcément à cause d'un homme. Ouais, c'est ça. Les choix individuels et les différences psychologiques des individus ne rentrent jamais en considération. On va crier sur les toits que les femmes gagnent moins que les hommes. L'inégalité salariale. Exact. Ce qui est fondamentalement vrai, mais on n'explique jamais pourquoi. Exact. 80% des doctorants en ingénierie, en mécanique, dans tous les domaines qui sont vraiment valorisés dans notre société, 80% des gens qui sortent de ces cursus-là sont des hommes. Est-ce que c'est parce que nous forçons les hommes à le faire? Non. Ou est-ce que ce sont des choix individuels propres à la morphologie masculine du cerveau des hommes? Et en contrepartie, la vaste majorité des doctorantes dans des domaines qui sont beaucoup plus... Comme la médecine. Effectivement, médecine, ou alors, je pense à infirmière, ainsi de suite. Tous les travails sociaux sont à majorité féminine. Oui, absolument. Est-ce que c'est parce que nous forçons les femmes à faire ceci? Je ne cache pas qu'il y a eu dans le passé, probablement peu de temps après la guerre, lorsque les femmes sont vastement entrées dans le marché du travail, il y avait énormément de barrières dans beaucoup de domaines. Ça, je ne le cache pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ces barrières sont toujours là? Non. L'un des meilleurs exemples, je pense que c'est la Norvège, un des pays scandinaves, qui, soi-disant, est le plus avancé par rapport à l'égalité salariale et l'égalité des sexes en général. On voit que les statistiques montrent des choses qui vont complètement à l'inverse de ce que ces lois voulaient. On voit qu'effectivement, il y a une majorité de femmes qui choisissent des domaines qui étaient soi-disant traditionnellement féminins parce que les femmes étaient opprimées à le faire. Il n'y a jamais eu en Norvège autant de femmes qui décident de ne plus travailler pour rester à la maison. Tu sais, pour te donner un exemple, c'est ça que je faisais en regardant pendant que tu parlais. On dit que la majorité, puis on parle au Canada,
la majorité des médecins sont encore des hommes à 64% contre 36%, mais que l'année dernière, en 2019, il y avait 74% du monde qui était dans l'école de médecine étaient des femmes. Ouais. Donc, Puis là aussi... il n'y a pas personne qui vient nous dire que ça, c'est pas correct. Exact. Non seulement ils disent que c'est un avancement pour la femme, Exact. mais Donc, que 80-90% des hommes... Donc, où allons-nous nous arrêter par rapport à cette volonté d'être supérieur à quelqu'un? Ouais, à place de juste simplement... Là, nous ne voulons plus avoir l'égalité absolue à tout prix. Non. Nous voulons absolument que les femmes dominent dans tous les domaines ouais. Majoritairement masculins. Ouais, absolument. Donc, ça veut dire qu'on veut former, reformer, remodeler social engineering. On veut modifier la société selon le précepte postmoderniste de... À ce moment-là, c'est même plus la lutte des classes, c'est la lutte des sexes. Ouais, absolument. Au lieu de enlever les barrières à l'accès et de laisser chaque individu de décider de son propre destin. Mm-hmm. Ça devrait être amplifié. Ouais, en gros de quoi Damien parle, c'est que on n'essaye pas de contrôler, on n'essaye pas de justifier ou de faire une égalité dans la chance de faire quelque chose. Fait que l'opportunité de faire quelque chose, on essaie de contrôler le résultat. Exactement. Fait qu'à place de dire que je vais donner la chance à autant de femmes que d'hommes d'assister à peu importe le cours universitaire ou le cours technique qu'ils veulent avoir, on va essayer de forcer qu'il y ait autant de femmes, sinon plus de femmes qui graduent d'un certain programme. Puis juste pour donner un exemple, c'est ça que je voulais voir. Fait qu'en 2017, les ingénieurs au Canada, la grande majorité étaient des hommes, puis on parle de 87%. C'est un petit peu... Ouais, dans le coin, là, on va l'appeler, là, pour que ça soit facile à retenir, là, on va l'appeler... OK, c'est 28% en tout. Fait que 28%, fait que ça veut dire que 72% des gradués en peu importe le style d'ingénieur qu'on était, 72% étaient des hommes, puis 28% étaient des femmes. Ça, c'est en fait d'ingénieurs. Attends. Si on me prouve que cette inégalité, ou plutôt ce débalancement, est dû à des discriminations à l'entrée... Là, il y a un problème. Là, nous avons un problème. Ouais. Et je pense que toi et moi, on va être d'accord qu'on va combattre ça. Mais c'est pas... C'est ça l'hypocrisie de la chose. C'est je regarde, là. On parle de 28% étaient des femmes. Ça veut dire que 72% étaient des hommes. Ça, c'est pour être ingénieur. On parle de 74%. Dans le coin de 74% en médecine, c'est des femmes. Où est l'injustice là-dedans? Je me rappelle plus où est-ce que j'avais entendu ça. Quelqu'un avait dit, aujourd'hui, les féministes veulent l'égalité uniquement pour ce qui est le fun. ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a aucune féministe qui se bat pour avoir l'égalité de l'embauche pour les éboueurs. Non, ça c'est vrai. En tout cas, s'il y en a, je n'ai jamais entendu parler. Pour avoir autant de femmes que d'hommes sur les plateformes pétrolières. Ouais, je serais curieux de voir les statistiques de ça. Dans les mines, sur les champs de bataille, à l'armée. Mais encore là, c'est ce qu'on parlait tantôt. 98% des hommes, non, 98% des accidents de travail sont des hommes. Absolument. Où sont les féministes qui se battent pour que ça soit 50-50? Mais ils veulent pas ça. Encore là, je pense que c'est ça qu'on a un petit peu établi malheureusement, c'est que le fait que les féministes de troisième vague ne veulent pas l'égalité. Ils veulent contrôler le résultat, dans le fond. Parce que moi, je vois pas de problème, pour en revenir à l'éducation, je vois pas de problème dans une situation où, mettons qu'on garde ça simple, là, 80% du monde qui gradue qui ont un diplôme en ingénierie, c'est des hommes, puis 20% c'est des femmes. Moi, je vois pas de problème avec ça, parce qu'on se retourne, puis on se dit, encore là, on va garder les chiffres simples, mettons 70% du monde qui gradue de l'école de médecine, c'est des femmes, comparativement à 30%. Moi, je vois pas de problème. C'est quasiment on est à 10% près. Je te garantis. Puis,
une chose que je pense qu'il vaut la peine qu'on parle, c'est vraiment les attributs. Puis ça, Dr. Peterson, deuxième référence aujourd'hui. Dr. Peterson en parle très fortement dans ses vidéos. Ça vaut vraiment la peine. Si vous avez jamais entendu parler d'un homme qui s'appelle Jordan Peterson, Jordan, qui est son prénom, son dernier nom, Pertesen. Le gars est un psychologue de carrière. Il enseigne, je crois, encore à l'Université de Toronto. Il a été très malade récemment, mais je pense qu'il enseigne encore à l'Université de Toronto. Non, il n'enseigne plus. Hein. Mais je crois qu'il s'est fait kicker out parce que... C'est à cause des discussions qu'il y a. Mais en gros, là, pour vous donner une idée, cet homme-là, sa carrière, il l'a bâti à prendre des exécutifs dans des compagnies et de leur montrer, hommes et femmes, pas d'importance, comment se rendre le plus haut qu'ils pouvaient dans leur domaine. C'est ça qu'il fait. C'est vrai. Non seulement ça, mais une des choses que cet homme-là a développé, c'est il se fait engager par des compagnies afin de produire des programmes où les employés peuvent décider sur les prochains 5 ans ce qu'ils aimeraient accomplir au travers de cette compagnie-là, puis il fait ça avec des hommes ou des femmes, ça n'a pas d'importance. Mais le point que j'essaie de faire, c'est qu'il y a un des principes qui explique dans tellement de ses vidéos. Allez sur YouTube, puis écrivez Dr. Peterson, homme contre femme, puis vous allez en trouver 1 million, là. Il explique comment ça... Il y a une bonne raison pourquoi j'ai parlé de médecine, puis j'ai parlé d'ingénierie. Prenez 2 enfants. Puis ça, je l'ai débattu, celle-là, puis il y a beaucoup de féministes qui vont jamais être d'accord avec ce que je vais dire, mais de dire que vous mettez un petit gars dans une salle, pas de parents, avec un auto, un modèle d'auto, puis une poupée, les chances sont, puis je serais prêt à parier que les chiffres sont très similaires à ce qu'on voit en ingénierie, que 80% des hommes ou des enfants qui sont des petits gars vont aller pour le truc. Vont aller. On est plus intéressé de voir comment quelque chose fonctionne, de voir comment. On est plus intéressé par les objets un petit peu. Par les choses. Exact, par les objets. Choses, alors que, excuse-moi, alors que en général. Ton micro. Alors qu'en général, je dis bien en général, ok, il y a toujours des exceptions. 100%. En général, les petites filles et les femmes en général sont intéressées par les gens, c'est-à-dire par les interactions et les émotions. Alors que les hommes, ce sont les choses, ce qui bouge, pourquoi et comment ça bouge. Pourquoi que ça fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut faire pour le faire fonctionner mieux. Un petit garçon, là, il voit un camion, là, il y a de très fortes chances que 15 minutes ou 1 heure plus tard, là, il est tout démonté. Puis encore là, ce que je trouve, la grosse hypocrisie que je trouve dans ça, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va se retourner pour dire que c'est simplement des attributs que des hommes ont. Puis encore là, on généralise. On va pas s'en faire pour les minorités. Mais il faut parler de généralité. Absolument. Ouais. Mais encore là, pour le remettre en perspective quand ça vient à une femme, quand vous y pensez à un médecin. Dans votre tête, là, imaginez un médecin. Quel genre de comportement que vous voulez que ce médecin-là? Qu'il ait de l'empathie, qu'il soit en contrôle de ses émotions, qu'il soit capable de comprendre un peu le patient, de se mettre dans la peau du patient, d'y expliquer que il y a certaines choses qui est peut-être qui est en phase terminale d'un cancer, peu importe, mais qu'est-ce que vous voulez comme médecin? Vous voulez quelqu'un qui est chaleureux, vous voulez quelqu'un qui est très humain, qui est très bon dans le contact humain, vous voulez quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Pensez-y, là. Oubliez vos standards sociétals aujourd'hui, là, puis prenez-le pour de la simple biologie. Vous avez une femme, sa job biologique à une femme est de mettre au monde des enfants. La biologie d'un homme ou d'un mâle, je vais appeler ça un mâle parce qu'on est tous des animaux, c'est de procréer. C'est de créer cet enfant-là. Mais la femme, elle a été faite pour le porter pendant 9 mois, s'en occuper, de l'allaiter, de faire sûr qu'il va bien. Est-ce que vous pensez pas qu'elle va avoir plus d'empathie? Est-ce que ça fait pas plus de sens qu'une femme soit médecin vu que justement, biologiquement, elle a été faite pour porter un enfant pendant 9 mois, d'être maternelle? L'approche postmoderniste de la question voit les choix genrés, sexués, via une oppression sociétale. Explique ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, encore l'exemple des petits garçons qui vont choisir le camion et les petites filles qui vont choisir les poupées. Si elles le font, c'est parce qu'il y a une pression sociétale, ça veut dire que la société les pousse à le faire.
Ouais, c'est ça, c'est les parents dans l'autre chambre qui veulent que leur petit gars soit pas gay puis qu'ils aillent prendre le petit camion. Exact. Ouais, Exact. c'est n'importe quoi. Ou alors que, justement, pour essayer de faire les choses plus égales, on va ensuite forcer la petite fille à jouer uniquement avec des camions. Je crois que c'est en Suède qui veulent faire ceci, où ils forcent les petits garçons à porter des robes et les filles à jouer uniquement avec des camions. Sauf que dès que la maîtresse, c'est principalement la maîtresse, a le dos tourné, les petites filles vont jouer avec des poupées. Puis ça, c'est un petit peu pourquoi. Puis ça, c'est un petit peu. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà approché dans une Pléiade. Puis c'est un petit peu l'idée en arrière des Pléiades d'être justement capable de parler de ça. Puis ça va être l'idée en arrière de ce podcast-là. Ça a juste à donner qu'on parle de ça aujourd'hui, mais c'est parfait, là. Je pense que la chose qui est incompréhensible, c'est le fait qu'on semble croire que c'est pas acceptable qu'une petite fille joue avec une poupée puis qu'un petit gars joue avec un truck. Je comprends pas pourquoi que c'est problématique. Et je vais même aller plus loin. Cette pensée postmoderniste, elle est vraiment entre les mains de gens qu'on appelle progressistes. Ils voient toujours le passé comme un défaut. Quelque chose à améliorer. Que nous devons corriger au présent pour avoir un futur idéal. Donc, lorsque nous voyons le passé uniquement par un rapport de force d'oppresseur et opprimé, nous devons forcer l'individu à agir contre sa nature, aujourd'hui, pour que demain, nous puissions vivre en harmonie. Il y a je sais pas si tu le vois sur l'écran, là, mais il y a un livre que j'ai lu qui est The War Against Boys. Ça veut littéralement dire la guerre contre les hommes. Ben, pas contre les hommes, contre les petits gars. Là. Il n'y a pas vraiment un terme qui dit contre boys. Les garçons. Contre les garçons, merci. Puis en gros, ça a été écrit par un médecin, par une psychologue féminin. C'est une femme qui a écrit ça, puis qui explique. Summers. Son nom, c'est Christina Hoff Summers. Ouais. God damn. Brillante. Puis c'est une des bonnes amies à Jordan Peterson. Tout pour dire que le livre est un livre psychologique. Je ne sais pas si c'est vos genres de choses à lire, mais je vous le recommande fortement. Elle est absolument brillante dans sa façon de décortiquer le système d'éducation qu'on vit aujourd'hui, dans lequel, pour vous donner un exemple, pour ceux qui ont des enfants, combien de fois, j'y pense quand j'étais jeune, ADHD, c'est quoi en français le ADHD? Déficit d'attention. Ouais, le déficit d'attention. Comment de petits gars ont un déficit d'attention aujourd'hui? Ben d'ailleurs, c'est quasiment une pathologie de petits gars. Puis elle l'explique dans son livre que ce n'est pas le fait qu'ils ont un problème d'attention. La problématique, c'est que, pensez-y, moi, quand j'étais jeune, j'ai tellement fait de sport. Je viens d'une famille militaire. Mes parents m'ont tout le temps encouragé à jouer dehors. Je viens de la campagne. Ils m'ont encouragé à faire du sport. Ils m'ont encouragé d'être très, très, très actif. Aujourd'hui, juste les cours d'éducation physique, je pense qu'ils ont été abolis. Je pense qu'ils en ont littéralement plus. Comment est-ce qu'un petit gars... c'est des gars. C'est quoi la différence entre un homme et une femme? Biologiquement, c'est le niveau de testostérone puis le niveau d'estrogène. C'est très, très, très rudimentaire. Ce que je vous dis là, c'est très simpliste, mais en gros, le plus de testostérone qu'un homme a, le plus homme qu'il va être, puis le plus d'estrogène qu'une femme va avoir, le plus femme qu'elle va être. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez me débattre jusqu'à ce que vous êtes bleu d'en face, je m'en calisse, c'est quand même ça qui est ça. Qu'est-ce que ça crée d'avoir plus de testostérone dans ton sang? C'est que tu es plus actif. Tu as plus d'énergie, tu as plus de rage, tu as besoin d'une façon de te débarrasser de ça. Puis je peux vous dire, j'ai quasiment 40 ans, puis j'ai plus de testostérone que les jeunes dans la vingtaine parce que je m'entraîne tout le temps. Le plus que tu t'entraînes, le plus de testostérone. Mais comment je me débarrasse de cette énergie-là? En m'entraînant. Fait que Christina Summers l'explique super bien dans son livre, disant que la problématique, c'est pas qu'on a trop de testostérone. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'outlet, on n'a plus d'échappatoire, merci. Fait que techniquement, vous êtes en train de dire que des petits gars, ils vont être plus actifs physiquement que les femmes. Puis ça, c'est de la biologie, c'est de la biologie. Débattez-moi comme vous voulez, c'est ça qui est ça. Mais vous nous dites de dire à nos petits gars de plus faire d'exercice, de s'asseoir dans un coin
puis de juste écouter la classe. Académiquement parlant, ça a été prouvé tellement de fois que les filles sont meilleures à l'école. Il n'y a aucun doute. Les statistiques vont vous le montrer. Je m'en fous de quel pays vous allez. Les filles sont meilleures à l'école. Pourquoi? Parce que l'école a été faite pour ce genre de comportement-là. C'est le genre de comportement qui est plus facile à faire affaire avec aussi. Là. C'est pas que l'école est faite pour les filles. Non. C'est que le standard du comportement à l'école est vraiment pas adapté aux garçons. Non, absolument. Je suis... si vous entendez des bruits dans le background, je vais vous l'expliquer. Là, Damien, il y a un Rottweiler, j'ai un berger allemand. Louana va avoir 1 an, ça veut dire que Shiba a 11 mois. Shiba est en train de pousser dans mon moustiquaire de fenêtre, puis j'ai l'impression qu'elle va passer au travers. T'as plus de moustiquaires. On les a mis dehors parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre, puis ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors que les 2 dernières heures, elles ont dormi. Ouais, ben c'est comme ça. des Aussitôt pierres. que le podcast part, les deux ils partent complètement ridicules, là, mais... Puis un point que fait Christina Hoff Sommers là-dessus, c'est que à l'école, on traite les garçons comme des filles défectueuses. Ah, ça, c'est tellement vrai, ça qu'elle dit ça. Ah, C'est tellement vrai, là. Puis juste d'entendre ça, je me suis rappelé toutes les fois où je me faisais réprimander à l'école, alors que je faisais juste être un garçon. Juste être moi-même. Et puis pensez-y... Cours pas dans les couloirs. Comme, arrête d'être actif, reste sur ta chaise. Ouais, Arrête de parler. Bon, je parlais pas beaucoup, là, je suis... ça paraît pas sur le podcast, là. Damien, il a changé, il est rendu plus féminin, quoi. C'est ça que t'essaies de dire. Mais, puis c'est un point qu'elle touche, puis que, je vous le dis, là, c'est brillant de lire un livre écrit par une femme psychologue pour dire que le féminisme, c'est de la... Excusez-moi, je vais faire attention à la façon que je vais dire. Le féminisme de 3e vague n'est là que pour castrer les petits gars. Non seulement ça... C'est un mouvement marxiste. Le féminisme de 3e vague est un mouvement marxiste. Puis la chose qui est le plus inquiétant, là, c'est elle touche, puis je vais aller chercher les statistiques pendant qu'on parle, là, elle touche au fait que le nombre de gars qui décrochent de l'école avant de terminer leurs études de secondaire est rendu quasiment une épidémie. Que c'est rendu une problématique flagrante et que, à place de blâmer le système dans lequel ces petits gars-là doivent graduer, on encourage les filles à continuer ce qu'ils font. Fait qu'on qu'on encourage les filles à continuer. Ouais, mais pas à castrer, mais au fait de castrer les gens. Mais jamais aux dépens des garçons. Exactement. Et ça. c'est ça le problème du féminisme de 3e vague que je dis est une mouvance marxiste. C'est que c'est toujours faire briller quelqu'un en rabaissant quelqu'un d'autre. À place de remonter quelqu'un. À la place de remonter quelqu'un en leur donnant à chacun les capacités, ou plutôt l'environnement à travers lequel ils peuvent épanouir toutes leurs capacités. Puis c'est ça qu'on devrait vouloir. Moi, j'irais être complètement en désaccord avec n'importe quel parent qui veut absolument que sa fille soit une infirmière. Je trouve ça complètement stupide, tout aussi stupide que de dire à un garçon « tu seras ingénieur ». Ouais, absolument. Il devrait... Et l'inverse. Ouais, absolument. Pointer du doigt une petite fille en disant « ne sois pas une infirmière parce que c'est dégradant, tu dois être une ingénieure ». Puis quand tu y penses, si biologiquement une femme a plus d'empathie, tu voudrais l'encourager d'être dans un domaine où elle peut justement utiliser cette empathie-là. Peu importe, parce qu'en tant qu'individu, tu sais, on parle beaucoup de généralité, mais il y a tellement de spectres et dans les fringes, dans les extrémités, on est tellement complexe. Ouais. En tant que parent, tu dois quand même chercher là où ton enfant excelle. Donc tu dois le pousser à essayer et surtout échouer. Ah, puis ça, c'est un principe que... Ça, c'est une autre affaire que j'ai touché tellement souvent dans les podcasts en anglais que j'ai fait que
on pense tout le temps que la voie au succès est une barre diagonale au travers du temps qui est parfaite. À 45 degrés. Puis, qui fait juste partir de zéro, puis qui va à 100%, qui est le succès, puis qui a jamais d'embauche. Encore une fois, ça, c'est une approche progressiste. C'est absolument, absolument ridicule de penser... Hey, écoute... Puis, moi, je me suis fait très souvent dire, par des gens avec qui je parlais de ce genre de choses, ouais. Mais Damien, pourquoi tu parles de ça? Toi, t'es même pas un parent, t'as pas d'enfant. Ouais, absolument, bien sûr. OK. Mais j'ai déjà été un enfant. Ah ouais? Tout comme tout le monde. Ouais, exact. Hein? Donc, je sais exactement là où il y a eu des fautes dans je veux pas dire dans mon éducation par mes parents, mais surtout dans l'école. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas été à l'école en Amérique du Nord, j'étais en école en France et en Allemagne. Ouais. Deux pays très différents par rapport à l'éducation. Le système éducatif français, mais il est prussien du 19e siècle. C'est retardé, complètement retardé. Pourquoi, tu penses? Pourquoi? Ça, c'est quelque chose de très français, très académique. Je pourrais pas t'expliquer exactement pourquoi. C'est pas un sujet que j'ai poussé, le pourquoi est-ce que le système français est comme ça, mais ça explique exactement notre point en disant le système est fait d'une manière qui n'est pas adaptée aux jeunes garçons. Bon, je suis en train d'embarquer sur le site de Statistique Canada. J'ai fait la faute d'écrire Women versus Men qui graduent du secondaire parce que c'était pas encore des hommes puis des femmes à cet âge-là. Là. Fait qu'ils disent que v'là 20 ans, c'était quelque chose comme... Ah, ok, non, c'est pas les statistiques que je cherche. J'essaie vraiment de trouver... Je les avais, les statistiques, à savoir comment d'hommes comparativement... Comment de filles comparativement aux garçons gradués du secondaire. Dans le livre que je parlais tantôt, elle les explique toutes, puis c'est absolument ridicule de savoir. Mais encore là, à quoi qu'on s'attend? Parce que j'ai trouvé une statistique juste des enseignants. La proportion d'enseignants qui avaient hommes contre femmes. Puis on parle de 68% au Canada en juin 2014, d'où viennent les statistiques. 68% des enseignants étaient des femmes, fait que disons 70%. Okay. Ça veut dire que 30% étaient des hommes. Donc 7 enseignants sur 10 sont des femmes. Absolument. La vaste majorité des parents monoparentales sont des femmes, vu qu'ils ont la garde. Et on veut nous faire croire que ce sont les hommes qui sont problématiques. Je pense que le problème, il est que l'homme n'est pas assez présent. Ouais, puis ça, c'est un autre... Encore là, puis c'est inquiétant. Là, mais... Puis je dis pas que les femmes sont problématiques. Non, c'est qu'il y a juste pas assez d'hommes. La problématique, elle est dans le fait que les hommes sont absents. Donc, encore une fois, je reviens aux 3 différents groupes de la ménosphère. Le premier qui veut combattre le système. Ouais. Je soutiens ce groupe-là. Je trouve que c'est très noble de faire ça. Ça va être rough. La route, elle va être tough. OK. Le deuxième, les MGTOW, Men Getting Their Own Way, qui veulent simplement sortir du système. Well, good luck, sunshine. Ouais, parce que... Parce que sur ton lit de mort, là, tu vas pas te dire « Ah, j'aurais tellement voulu... sortir plus de bonne heure, plus tôt. » Ramener plus de filles chez nous. Ouais. Non, tu vas te dire « Ah, j'aurais bien voulu avoir une famille quand même. » Et le troisième, qui nous concerne plus, c'est comment adapter. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la chose? Puis je pense que c'est là, que ça soit sur le manosphere, que ça soit sur la politique, que ça soit peu importe le sujet qu'on parle, ça c'est quelque chose qui est très important. Pour en parler juste avant le podcast, justement, on parlait de politique, puis j'étais un petit peu trop pas émotionnel. Ok, fuck it, on va l'appeler trop émotionnel. Là. C'est ton côté féminin qui... Fallait que tu me la remettes, celle-là. Mais tu m'as jamais demandé pourquoi est-ce que je t'ai dit un jour que t'avais un côté féminin très développé. Fuck, dis-moi les dreads sur le podcast. Tout le monde va l'apprendre en même temps que moi. C'est une discussion qu'on pourra avoir à part. Fait qu'il me traite de gay ou quelque chose de même. Non, absolument pas. C'est pas grave. Pour qu'un Français me dise que je suis féminin, là, je vais le prendre avec un grain de sel.
ta moustache. Ouais, c'est ça. Ma moustache me rend plus masculin. Pensez-y, est-ce que si votre maison est en feu puis que le pompier qui se présente a une moustache, dites-moi que vous y faites pas confiance. C'est sûr que vous y faites confiance à cet homme-là. En tout cas, tu achètes un calendrier. Écoutez, ça fait 1 heure. Puis l'idée, c'est un petit peu d'expliquer. Je veux pas qu'on aille trop en détail parce qu'il y a trop de différents sujets qu'on va approcher, puis c'est comme le sujet qui a rapport avec des femmes. J'ai une femme en tête qui va venir, qu'elle a déjà accepté, je vais pas la nommer tout de suite, mais qu'elle a accepté de venir. Fait que ça va faire pour des conversations absolument extraordinaires. Puis j'ai l'impression que dans le temps de Noël, on risque d'en enregistrer pas mal vu qu'on n'a rien d'autre à fucking faire. On n'est pas supposé d'aller nulle part. Mais je pense que ce que j'aimerais que tu fasses pour finir, c'est vraiment d'un petit peu peut-être réitérer ton but original de la Pléiade. Puis moi, je vais simplement dire que le but, c'est de prendre justement l'idée que Damien a eue, puis de créer une plateforme ou d'utiliser la plateforme que je suis en train de créer pour le podcast pour justement essayer de rejoindre plus de... Je vais pas vous le cacher, là, j'ai un coin faible pour les gars qui sont un peu plus jeunes quand ça vient à être un peu plus présent pour eux, là, Comme un grand frère. Ouais, un grand frère, un mentor, Ouais. peu importe. Je voulais devenir un grand frère juste avant le COVID. Puis là, ils le font plus, là, c'est tout en tout cas, c'est de la merde, là, mais j'aurais aimé, comme je pense tout le temps à Joseph quand je pense à ça, d'avoir eu des hommes dans ma vie qui avaient une vision qui était pas nécessairement mainstream, mais qui était très recherchée. Damien et moi, on lit extrêmement beaucoup. Les deux, on vit beaucoup d'expériences, on a voyagé beaucoup, on a eu la chance de rencontrer extrêmement beaucoup de personnes, de s'asseoir, d'avoir des conversations intelligentes avec ce monde-là. Pour moi, c'est ce que ça veut dire la Pléiade. C'est d'être capable de littéralement avoir un impact sur la vie. Si je peux avoir un impact sur la vie d'un homme à chaque podcast que je fais, j'ai réussi à faire ce que je dois faire. Juste un, je n'ai juste besoin d'un. Pour toi, qu'est-ce qui serait ton but avec ce qu'on fait aujourd'hui, le petit glimpse d'informations qu'on a donné, là? Simplement attirer l'attention de n'importe qui a, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, douté d'une action qu'il a prise. Man, that's good. C'est bon, ça. Tout le monde a déjà passé à travers une rupture avec sa blonde. Tout le monde est passé à travers un conflit au travail. Absolument. Tout le monde est passé à travers une engueulade avec que ce soit son père ou sa mère. Mm-hmm. Tout le monde a eu déjà cette petite voix à l'intérieur qui lui a dit « Be a man ». Ouais, sois un homme. Mm. Ok, mais on se tourne vers où? Vers qui Ouais. pour apprendre ça? Ouais. Quand ni l'école, ni le travail, Ouais. certainement pas la politique aujourd'hui, Mm-mm. n'importe quel mouvement social dit que you're wrong, que le problème c'est toi. Encore pire si t'es un homme blanc. Oh boy. Uh-oh. Donc là, c'est non seulement t'as opprimé les femmes, mais t'as aussi opprimé toutes les minorités à travers l'histoire. T'es et c'est de ta sexiste faute. et raciste en Exact. plus. Mm. Donc, il y a un concept qu'on appelle le Red Pill. Ouais. Le concept du Red Pill est issu d'une des scènes du film The Matrix, Mm-hmm. où Neo a un choix. C'est le choix est donné par Morpheus. Le choix est donné par Morpheus. Soit tu prends the Red Pill and you go down the rabbit hole, mais tu vois vraiment la vraie réalité des choses. Ouais, tu te fais exposer à la réalité. Exactement. Ouais. Ou alors, you take the blue pill, où tu retournes au pays des rêves et tu vis ta vie comme avant, Ouais. sans même être conscient que tu n'es pas dans la réalité. Et tout le monde dans sa vie, que ce soit homme et femme, tous les jours ont une opportunité de voir la réalité telle qu'elle est. Fait qu'on choisit nos pilules à chaque jour. On choisit nos pilules à chaque jour. Il y a tellement d'événements
que je pourrais citer qui m'ont... Il parle avec ses mains, Damien. Il y a tellement d'événements dans ma vie où je peux dire, ça a été un événement Red Pill. Ouais. Où j'ai vu la réalité en me disant, oh boy, tous les mensonges qu'il y a autour de moi, il n'y a rien de vrai. Mm-hmm. Effectivement, les rapports hommes-femmes fait partie de la majorité de ces moments-là. Je comprends. Mais il y a toujours une opportunité de changer son opinion, de changer sa manière de penser pour être une meilleure personne. Absolument. Nous, en tant qu'hommes, moi, je me spécialise surtout dans les rapports avec les hommes pour les aider à devenir des meilleurs hommes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas avoir ça aussi. C'est justement ce que j'allais dire. Je pense qu'on va terminer ça là-dessus, puisque, dis-moi ce que tu en penses, là, mais ce que je propose, c'est que tous les hommes qui nous écoutent, puis je le sais que statistiquement parlant, j'ai regardé les statistiques, là, c'est 90% de mon podcast est écouté par des hommes. Puis ça, je le savais avant même que ça commence, que c'est ça que ça serait, là. Mais j'invite les hommes qui sont d'accord avec ce qu'on dit ou ça fait du sens, ou ils aimeraient ça avoir peut-être l'utiliser pour avoir une conversation avec leur femme, leur blonde, leur mère, leur sœur, peu importe qui est une figure féminine dans leur vie. Mm-hmm. Je vous invite à leur faire écouter nos conversations, nos podcasts qu'on va enregistrer, commençant par celui-ci, puis de justement avoir une conversation ensuite, pas nécessairement d'en débattre, mais juste de leur demander ce qu'ils en pensaient. Personnellement, j'ai fait écouter le film de Red Pill à plusieurs femmes que je connais, puis j'en ai pas une jusqu'à date qui m'a dit que le film était faux. Au contraire, ils m'ont tous regardé d'une façon comme « What the fuck », j'avais jamais réalisé. Parce que malheureusement, c'est quasiment inacceptable pour un homme de parler du genre de choses duquel on parle en ce moment parce qu'on n'est pas supposé d'avoir d'émotions. Fait que je vous invite, si je peux vous donner un devoir, ça serait d'essayer d'écouter un de ces podcasts-là en présence d'une personne féminine dans votre vie. Puis d'ensuite en discuter afin de savoir ce qu'ils en pensent. Puis je serais curieux que vous me donniez des commentaires. Peu importe, envoyez-moi des emails, envoyez-moi... Ça n'a pas obligé d'être poli, je m'en fous. Je suis juste curieux de savoir ce que vous en pensez. Tu de quoi ajouter, monsieur? J'ajouterais juste que si vraiment il y a des gens qui se sentent très mal dans leur vie, ouais. N'ayez pas peur de prendre les devants pour demander de l'aide. Puis je pense que je vais rajouter une autre chose. Je suis pas quelqu'un qui était très actif sur les médias sociaux avant, mais là je me force à le faire, puis je me rends compte que j'ai beaucoup de conversations en privé, par texte, le monde m'écrit, puis j'ai des conversations avec des inconnus jusqu'à hier. Ça fait 2 semaines j'ai une conversation avec une personne que j'assumais qu'il était un homme parce qu'il n'y a pas de photo de lui sur son profil, puis ça la donne, c'est une femme dans cinquantaine. Puis écoutez, si vous voulez m'écrire personnellement sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur la page, peu importe, ça me fait tellement plaisir de parler de ce genre de choses-là. Fait que gênez-vous surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et yeah, it's okay to be a man. C'est correct d'être un homme. It's okay to be a man and it's okay to want to be a better man. Tu devrais vouloir être un meilleur homme. Sur ce, bonne soirée. Ta-ta.